c'est jeudi, merci de nous rejoindre. Alors j'ai failli demander à ChatGPT de m'écrire la présentation de cette émission, pourquoi pas. Mais c'était un petit peu scolaire quand j'ai reçu le texte, figurez-vous. N'empêche, on va tout de même parler de l'intelligence artificielle, l'IA, comme on dit quand on est branché, ou l'AE, enfin voilà. L'AE qui est déjà partout, hein, vous l'avez remarqué, évidemment, dans les transports, dans la bagnole, dans la santé, la téléphonie, Internet, l'éducation, et bien entendu, dans la culture. Les logiciels ChatGPT ou Midjourney, pour ne citer que les plus connus, sont des agglomérats de données qui permettent de générer du texte, de générer de l'image et de générer du son. Bref, tout ce qui constitue la culture, évidemment. Et avec tous les risques que cela comporte, comme par exemple le pillage ou le détournement des œuvres en se moquant bien des droits d'auteur. Du coup, ces applications, ces nouveaux modèles représentent-ils un danger pour les artistes ou alors au contraire faut-il y voir un extraordinaire outil, un nouvel outil pour développer leur création? On en parle ce soir avec mes invités. Tout d'abord Manon Baïs. Bonsoir Manon. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous êtes stratégiste copywriter. En français, ça veut dire stratégiste et copy. En effet, chez Base Design. D'accord, chez Base Design, et vous avez travaillé sur la campagne, entre autres, hein, de La Monnaie. De l'hôtel de la Monnaie, du théâtre de la Monnaie. On va en parler. Ils ont fait appel à vous. En face de vous, Valérie Cordy. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Vous êtes une metteuse en scène de théâtre, on s'est déjà croisé plusieurs fois, vous êtes performeuse aussi, et le chat GPT ne vous effraie pas, au contraire, vous bossez avec? Oui, tout à fait. Je converse en ce moment avec lui. Là, juste maintenant, ou avec elle. Non, d'accord, juste avant l'émission. Ce sera après l'émission. Thomas Israël est là aussi. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Vous êtes artiste numérique, comme on dit. Vous faites beaucoup de vidéos autour du numérique. Vous, ça vous fait pas peur le numérique du tout, hein? Non, je baigne dedans depuis le début de ma carrière, il y a 20 ans. Et donc, je suis ces évolutions avec beaucoup de bonhomie et de gaieté. D'accord. Vous êtes bien réel, vous? Et je suis bien là. D'accord. Vous pouvez pincer. Un autre, voilà, votre voisine vous pince, et un autre personnage bien réel aussi, c'est Alexandre Zaldua. Bonsoir Alexandre. Bonjour. Ravi de vous avoir. Vous êtes graphiste, photographe, et donc et pour le cinéma aussi. Hein, donc j'imagine qu'au début vous étiez photographe classique, et puis petit à petit le numérique est entré en vous. C'est devenu une passion. Oui, la photographie est venue après, bien après. D'accord. Ah oui. Mais c'était d'abord le graphisme, et ça a commencé aussi dans les années 80, avec les tout débuts du numérique dans le graphisme. D'accord. Et c'est vrai que ça a pris une envolée assez incroyable, notamment ces derniers mois d'ailleurs. Certains appellent ça l'étrange vallée, hein. Vous savez, hein, le monde du virtuel. Oui, voilà, c'est ça. Il y a un spectacle d'ailleurs qui s'appelle La Vallée de l'étrange, un spectacle suisse. On va regarder un petit extrait, on en parle juste après. D'abord, quelques mots sur moi. Je m'appelle Thomas Mellet, je suis allemand, mais pour vous ce soir, je vais essayer de parler français. Et voici la première image, s'il vous plaît. Une photo de moi, enfant. Apparemment, il m'arrive parfois de regarder en l'air quand je parle, de regarder le ciel. Eh bien, qu'est-ce que je cherche là-haut? Je fais de mon mieux pour être empathique envers vous. Mais vous, êtes-vous empathique envers moi? Pourquoi est-ce que je me comporte comme vous? Pour que vous puissiez vous reconnaître en moi? Si je pouvais complètement me contrôler, je pourrais peut-être aussi... Voilà, extrait du spectacle La Vallée de l'étrange du metteur en scène suisse Stefan Kaegi, qui a fait réaliser une réplique de l'écrivain allemand Thomas Mell. C'est un spectacle qui joue sur la familiarité entre les robots et l'humain. Ça fascine, hein, depuis longtemps d'ailleurs. Depuis que le robot existe, à mon avis, on est fasciné par ce genre de questions. Je signale d'ailleurs à ce sujet l'excellent spectacle à Bruxelles, cette fois, de Julia Huet, Albert Hollas, une première mise en scène qui se tient en ce moment au Rideau. Je ne sais pas si vous avez été voir ou vous allez aller voir. J'y vais ce soir. Vous y allez ce soir, d'accord. Et c'est Julia et son spectacle d'ailleurs qui m'ont inspiré cette émission. L'intelligence artificielle, ça vous fait peur ou pas? Je ne sais pas qui veut commencer. Vous dire, Valérie. Moi, pas du tout. D'accord. Ça me fait pas du tout peur.
L'intelligence artificielle, avant tout, c'est du calcul. Oui, c'est des maths même, à la base. On va Oui, dire. c'est de l'algorithme, c'est du calcul, Ouais. c'est à partir de bases de données qui sont évidemment très très grosses aujourd'hui. Donc, je ne vois pas pourquoi ça me ferait peur. Et peur d'être dépassé peut-être. Il n'y a pas un côté vertigineux, Manon? Non, je pense que si on retourne à l'expérience qu'on a eue avec le théâtre de la Monnaie, Oui, on va en parler, dans la construction de la campagne, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en effet, on a cet outil qui est là, qui travaille sur des bases de données, mais finalement, en fait, pour faire marcher cet outil et pour évaluer son résultat, il y a toujours besoin de nous, en fait. Et ça a été vraiment reprouvé à travers le travail qu'on a fait pour le théâtre de la Monnaie, mais on en parlera. Il faut toujours un humain derrière une personne humaine, quoi. Les chiffres, ils marchent pas sans humain, quoi, Thomas. Voilà. Et ça ne marche pas très bien sans les humains. Ouais, ça se Il voit faut tout de suite, sans ou quoi? cesse le retravailler. C'est un outil qu'on travaille comme d'autres outils. On a plein d'outils sous nos mains, nous les artistes aujourd'hui, et c'est un outil parmi d'autres qu'on peaufine. Et tout seul, c'est souvent très inintéressant. Donc il faut vraiment aller le travailler. Ouais. Bon, ça, et la peur, par rapport à la peur... Oui. Mais la peur que ça vous dépasse, la peur ne nous aidera pas à mieux faire face à l'intelligence artificielle. Il faut commencer à la comprendre. La comprendre nous aidera à mieux la gérer, je crois. Vous êtes d'accord avec ça, Alexandre? Tout à fait. C'est une sorte de médium, en fait. Et je pense que c'est le mot intelligence qui fait un peu peur dans le nom. Parce qu'on pense que on met ça au même niveau que l'intelligence humaine. Ouais. C'est peut-être pas un mot approprié. Il y en a qui disent imitation artificielle, par exemple. Oui. Et c'est aussi, je pense, ce qu'en font certains médias pour aussi faire, je parle pas de vous, mais pour aussi faire un petit peu peur aussi aux gens, parce que ça attire un petit peu plus les gens. Ouais, il n'y a pas que les médias tout de même. Donc on parle de, par exemple... Je sais pas pour vous critiquer. Je défends les médias. On parle beaucoup de ChatGPT, notamment ces dernières semaines. Vous allez peut-être voir le logo de ce fameux logiciel. Alors les avancées techniques sont fulgurantes, à tel point d'ailleurs qu'une pétition signée tout de même par plus ou moins 1000 experts de la tech, principalement américains, il faut le dire, dont Elon Musk d'ailleurs ont demandé un moratoire pour qu'on stoppe un petit peu les recherches qui cavalent dans ce domaine. ChatGPT est interdit en Italie, je ne sais pas si vous êtes au courant, tout ça c'est neuf aussi. En Europe, les pays se demandent un petit peu comment régulariser ça, tout ça. Donc on sent qu'il y a quand même une appréhension, j'ai l'impression, non? Je ne sais pas qui veut répondre. Thomas. Je crois qu'il y a nécessité à légiférer. Mais avant de légiférer, il faut connaître ce que c'est. Et une intelligence artificielle en Chine qui regarde énormément de citoyens pour les fliquer n'est pas un chatbot avec lequel on va discuter cuisine et essayer de planifier sa sortie de demain. Ouais. Donc, oui, Manon? Non, pour faire suite à ce que tu dis, je pense qu'il y a une chose aussi qui chez nous a été très importante dans le processus d'utilisation, c'est apprendre à connaître pour après pouvoir identifier où on l'utilise. De la même manière qu'un client, par exemple, aujourd'hui, peut utiliser Instagram ou pas utiliser Instagram, ou avoir un site web ou pas de site web. Faire utilisation de ces outils-là, chez nous, c'était plutôt partir du client d'une certaine demande, d'un certain besoin, en ayant une vraie compréhension de l'outil, tout d'abord. Alors, vous utilisez, Valérie Cordy, le chatbot justement dans vos spectacles, avant le spectacle, pendant, après les émissions aussi. Vous m'avez dit, dès que j'ai fini l'émission, moi je vais parler à un robot. Comment faire confiance à un robot à qui on parle? On peut pas lui faire confiance. Ça, c'est la première chose. Disons-le quand même, ouais. Ça, c'est clair. J'ai discuté avec lui ou elle cet après-midi, justement, pour préparer cette émission. Ah oui, carrément. Et elle m'a dit n'importe quoi. Donc je lui posais par rapport à l'émission non, pas par rapport à l'émission, parce que j'allais un peu plus loin. Disons que je cherchais un article de Frédéric Kaplan qui parlait des rapports que nous avons en tant qu'occidentaux aux technologies, qui sont des rapports assez mortifères, par rapport aux Japonais, par exemple, qui ont des rapports beaucoup plus amicaux avec les technologies. Et ChatGPT m'a répondu n'importe quoi. M'a dit que Frédéric Kaplan avait écrit un bouquin qu'il n'a pas du tout écrit. Enfin bon, bref. Donc c'est tous les jours comme ça. ChatGPT est confus, se trompe. Et si j'étais dans l'anthropomorphisme, je me dirais, en fait, il me ment.
D'accord, ok. Sauf que c'est pas un humain, effectivement, c'est plutôt un agglomérat de données pour que les gens comprennent. Hein, mais des millions de données. D'ailleurs, il y a ChatGPT 4, je crois, qui est sorti et qui est encore beaucoup plus vaste. On ne connaît pas encore tout à fait la profondeur de ce puits. C'est peut-être ça aussi qu'il s'en mêle les pinceaux, si je puis dire, parfois, non ? Le concept de vérité n'est pas le même pour lui. De temps en temps, il t'assène un c'est quoi la vérité Oui, voilà, un fait qu'il croit réel, et puis tu te dis, mais j'ai cherché ça n'existe pas. Oh, excusez-moi, vraiment, je croyais, effectivement, ça n'existe pas. Alors, c'est très américain aussi, il faut le dire. Dans les limites, dans les bornes qui ont été mises, certains termes qu'on ne peut pas utiliser. Oui, donc culturellement, c'est très américain. Moi, on a tous testé, enfin, beaucoup, on est tous pour l'instant en train de tester un petit peu tout ça. On sent que c'est toujours un langage un petit peu très, comment je vais dire, prudent, comme ça, lisse aussi. Est-ce que notre culture, nous, européenne, parfois un peu destroy, si je puis dire, je trouve pas d'autres mots, est-ce qu'elle n'est pas un peu en danger justement avec cette espèce de lissage à l'américaine ? Je sais pas, Alexandre. Je pense pas, bien que tout se passe en anglais au niveau des codes et des prompts. Mais en dehors de ça, je pense que les artistes vont s'accaparer ça au fur et à mesure. Ça fait un peu peur maintenant, mais je pense qu'on va culturellement le reprendre pour nous au niveau création. Et je pense que ça a déjà commencé, même au niveau des productions. Il y a vraiment des choses... Il y a des images qui tournent là pour l'instant de Thomas. Ouais. Mais ce qui est intéressant, moi je suis dans une démarche plutôt de recherche. Ouais. Et on parlait tout à l'heure d'erreurs de ChatGPT. Et on parlait avec Midjourney, il y a aussi des choses qui sont très imparfaites. Ouais. Et il faut se jouer de ces imperfections. Voilà. Et c'est ça qui est très intéressant. Ouais. C'est pas montrer du doigt les imperfections en disant « regardez, c'est nul ». Mais c'est utilisé, avec Dali, c'est encore mieux, parce qu'au tout début, Dali vous donnez des formes et des choses que vous n'avez absolument pas demandé. Il faut expliquer, vous bossez avec Dali. Dali, hein, c'est un logiciel, on peut dire ça comme ça ? Absolument, un logiciel donc, qui joue sur Dali, l'artiste Dali, mais en fait est un logiciel d'intelligence artificielle. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est en effet, lorsque nous on a fait les sélections d'images, on a cherché des images imparfaites, parce qu'on trouvait ça intéressant. Et c'est ça qui retire l'attention, et c'est ça qui intrigue les gens. Et c'est vrai que lorsque la campagne, vous allez la voir dans la rue, tout est bizarre, tout est étrange, tout est aussi étrange que... On va voir une vidéo tout à l'heure qu'on passera en fin d'émission. Pour revenir 2 secondes sur ChatGPT quand même, il y a les fameuses hallucinations. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer ça, les hallucinations, c'est les erreurs de ChatGPT justement, et parfois ça peut partir... dangereusement, et je signale tout de même qu'il y a eu un suicide il y a quelques jours d'une personne en Belgique qui avait commencé à discuter comme ça, une personne qui était climato-sceptique, enfin qui avait des craintes par rapport à ça, qui a commencé à parler avec un robot, Elisa je crois, et qui finalement s'est suicidé. Donc il y a quand même, c'est pour ça que je dis, est-ce que ça vous fait pas peur ? Il y a quand même, je veux dire, il y a des limites à ne pas franchir. Cette personne a peut-être franchi les limites, mais on peut pas faire confiance totalement. Mais vous faites pas confiance de toute façon dans ce chat, dans les chatbots. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que effectivement ce sont des machines, et que ici en Occident on ne met pas de limite entre la machine et finalement l'humain. On est vraiment dans l'hybride. Ouais. Et c'est le fait de cette hybridation là, ou de cette potentielle hybridation qui, d'une part, nous fait peur, et d'autre part, fait en sorte qu'il y a des gens qui peuvent aussi tomber dans cet anthropomorphisme, c'est se dire que ce soit Replika, Elisa, peu importe le chatbot, il y a une personne derrière. C'est-à-dire comme moi, avec ChatGPT, la manière dont je l'utilise dans mes performances, c'est comme si cette chose était humaine. C'est-à-dire je discute vraiment. Je donne un petit exemple. Je suis face au public avec mon ordinateur. L'écran de mon ordinateur est projeté derrière moi. Et j'écris à ChatGPT, est-ce que tu peux m'aider ? Il y a des personnes en face de moi et je ne sais pas ce qu'elles veulent. Et donc je parle évidemment des spectateurs et des spectatrices qui sont en face, qui se mettent à rire. Et ChatGPT me répond très clairement, bien, si vous avez peur, vous devez sortir de la pièce, vous devez faire ceci, etc. Et me donne tout un tas de... Et donc je continue la discussion avec ChatGPT en disant, oui, mais elles ne font rien, elles ne font que me regarder, etc. C'est pour voir, pour vous de le tester, en fait, c'est ça ? Pour voir jusqu'où il va. Chercher ses limites. C'est pas seulement chercher les limites de ChatGPT, c'est aussi celle du public. De la suspension de crédulité du public. Il faut faire attention avec la crédibilité. Je crois qu'il y a un problème aussi par rapport à l'âge. ChatGPT serait interdit aux moins de 13 ans, je crois, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de filtre, donc tout le monde peut y aller. C'est aussi pour ça que l'Italie, d'ailleurs, entre autres, a décidé de l'interdire.
C'est un peu le contraire de la liberté aussi, j'ai l'impression, en tout cas de la création ChatGPT, parce que on n'est pas complètement ouvert. On va parler de Midjourney, c'est encore autre chose, hein, mais vraiment quand on reste là-dedans, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Mais ça va créer, oui. Excuse-moi, ça va créer en même temps une nouvelle vigilance, je pense, par rapport au texte et à l'image, qu'il n'y avait peut-être pas avant. Oui, peut-être, c'est vrai. Et un nouveau type de regard sur les images, avec sans doute des filigranes, des choses qui sont dans l'image. Ouais, mais vous croyez vraiment qu'on va être plus attentif avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui est mouvement complotiste, etc., qui fleurissent partout. Vous voyez ce que je veux dire, ça devient compliqué. On va regarder 3 images. Donc, je crois que plein de gens l'ont vu. C'est, je crois, je sais pas dans l'ordre, mais je crois qu'il y a le pape, il y a Macron. Donc voilà, ça c'est Macron. Hein. Donc c'est clairement un montage fait par Midjourney ou peut-être un autre. On le connaît. Oui, mais plein de gens sont tombés dans le panneau, hein, puisque c'est. Mais donc c'est bien que ça arrive, que les gens commencent à savoir que ça puisse exister et se laissent moins facilement berner. Quoi. Exactement. Il y a vraiment une éducation à faire avec ces nouveaux outils. On est face à une révolution. Et face à cette révolution, il faut apprendre à la gérer, à la l'éducation à faire peut-être à l'école déjà, avec les plus jeunes, non? Les plus jeunes, mais ça n'existe pas pour l'instant, Manon. Non, je ne pense pas. Donc c'est quelque chose... Il y a même un rejet du numérique dans pas mal d'écoles. Donc, oui, c'est parfois un peu compliqué. Mais... Alors, ceci dit, vous êtes dans le visuel, on a toujours retouché des photos. Exactement. Ça existe depuis très longtemps. Les couvertures de Paris Match, etc. Ça, c'est pas nouveau, quoi, non? Oui. Même l'intelligence artificielle n'est pas nouveau. Elle date des années 60. Il y a déjà des artistes qui faisaient des travaux là-dessus dans les années 60, 70, 80. Donc... C'est parce qu'on va plus loin. Mais on va beaucoup plus loin. Il y a même un défaut, elles ont les mains. J'ai lu que c'était super compliqué de faire les mains. Donc, ça s'est amélioré. C'était le sujet. C'est bien mieux. Et si on veut voir si une image est fausse, vous regardez les doigts, s'il y a 6 doigts, s'il y a 4 doigts, si c'est pas bien dessiné. Comment sont attachés les membres aussi, c'est un bon... Ouais, c'est un bon plan. Allez, on va regarder, il y a l'animation aussi, ça vous en faites beaucoup Thomas. On va regarder une animation de Kika Nicolella, qui est votre compagne, hein, je crois. C'est une vidéo inspirée, oui, il y a la bague, je vois, votre femme, qu'on salue, et dont on peut voir d'ailleurs quelques œuvres pour l'instant, je crois, à la Villa en Pin. Si non, ah oui, encore, oui, il y a une œuvre. Oui, je sais mieux que vous. Elle s'est inspirée d'un travail de Bergman, regardez, c'est très beau. Voilà, on voit tout ce travail qui est beau. Ben là, on est dans de l'art, dans la création artistique carrément, non? Oui. Oui, j'espère. Enfin, moi, on est au cinéma. Vous pouvez pas parler pour elle. Mais oui, évidemment que c'est une œuvre d'art qui est vendue comme NFT. C'est magnifique, c'est magnifique, mais je connais bien le travail. C'est très très beau. On va regarder quelque chose de plus personnel que vous avez fait sur votre maman. Ça s'appelle All Mom, je crois. Hein, c'est Memento Vive. Oui, votre maman qui est décédée en 1992 et que vous faites vieillir pour ses 80 ans virtuels, si je puis dire. Hein. Voilà. C'est étonnant et c'est très touchant en même temps. Regardez. Oui. Et Pitou, ça va? Oui. Ça va. Oui. Voilà. Et nous, on a vu un film, tu sais, on était partir de rire. Si demain après-midi, vous n'êtes pas trop creusés, on va avec les enfants. Mais oui. Oui. Parce que c'est un... Tu sais, vraiment, pour se détendre et bien rigoler, c'était inouï. Bien. Mais oui, ça va. Je ne sais pas... Voilà. C'est très émouvant. C'est très touchant. C'est vrai. Hein. On a presque envie de verser une larme. Là, on est dans autre chose. Et le programme, c'est Deforum Stable Diffusion, c'est ça? Voilà. Stable Diffusion. Ouais. Donc, ça part de Stable Diffusion, qui est un peu comme Midjourney, duquel on va parler, mais qui permet de faire de la vidéo. Comme l'œuvre de Kika que vous avez vue avant, c'est aussi Deforum Stable Diffusion. Voilà. Ça marche plus donc, avec des on donne des prompts, mais on donne des textes. Je voudrais que tu rajoutes une femme vieillissante, et petit à petit, je décris cette femme vieillissante d'année en année,
et je donne des idées stylistiques plutôt comme tel peintre, mélangé avec tel peintre. Et c'est plutôt open source. Hein, donc c'est totalement open source. Open source, ça veut dire quoi? Parce qu'il faut traduire. Hein, c'est gratuit. On peut y aller ouvert à tous. C'est pas tout comme Midjourney, vous voyez le petit bateau. Non, ça c'est pas gratuit. Non, ça, c'est oui, c'est vrai que c'est pas gratuit. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Oui, ça c'est payant. Ça, GPT, c'est gratuit quand même. Hein. Il y a une partie. À un moment donné, c'est ça. À un moment donné, il bloque. C'est bon, t'as essayé, maintenant tu payes. C'est souvent comme ça. On va voir très rapidement quelques images que vous m'avez envoyées. Parce que vous êtes graphiste, je vais vous demander de les commenter. Voilà, ça c'est quoi? Alors ça, très vite. J'ai voulu faire de la risographie. C'est-à-dire faire des images. La risographie, c'est justement une technique qui n'est pas du tout numérique. Et j'ai voulu essayer de me rapprocher, de faire un travail, revenir un peu en arrière, voir comment on pouvait imiter des choses justement beaucoup plus manuelles, photocopie, offset et risographie, qui est une espèce de photocopieuse assez minimale. Et alors ça, c'est une recherche tout à fait libre par rapport à... Bon, j'aime bien Herzog, c'est sur le cinéma, voir un petit peu jusqu'où on peut aller au niveau du réalisme. Ça, c'est mélanger photographie et œuvre d'art, avec des surprises qu'on a. C'est évidemment pas moi qui ai décidé de placer telle chose, pareil, dans le même domaine. Ça pose des questions tout de même de droit d'image, droit d'auteur, etc. Qui est propriétaire des images générées? Pas des images d'origine. Alors ça, c'est intéressant parce que les gens pensent que, la base, les gens qui n'y connaissent rien, pensent que c'est des images qu'on a pris, qu'on pique sur Internet. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a une quantité d'images qui existent, qui sont prises par ces programmes, des millions et peut-être des milliards d'images. Et il y a un espace à prendre entre ces images-là, où vous venez mettre votre création, qui est une image unique, avec toutes ces... Mais alors, c'est vous qui êtes propriétaire. Si moi, je pique votre image là sur Herzog... Alors, pour Midjourney, on est propriétaire que si on paye un abonnement. Alors évidemment, ils trouvent toujours leur truc, mais en gros, on devient propriétaire de son image. Mais on est propriétaire à 100%. Alors vous, il faut aller vite parce que l'émission galope, on a plein de choses à dire. Vous avez fait effectivement la campagne de La Monnaie pour qu'on comprenne donc la prochaine saison de La Monnaie. On va vite regarder la vidéo et on en parle juste après. Là, vous avez créé des images. Voilà, ça c'est la vidéo et bien sûr des affiches. J'imagine il y a une campagne d'affichage qui va suivre. Exactement, vous allez les voir, je pense, l'affiche de saison. Donc le There Will Be Fate rouge sera affiché fin avril, mai. Fate, c'est destin. Donc c'est Peter de Caluy, donc le directeur de La Monnaie, qui est allé vers vous, qui a dit moi je veux travailler avec de l'intelligence artificielle. Alors, non, pas du tout. Donc c'est en fait, nous ça c'est un de nos plus anciens clients. Ça fait des années qu'on travaille avec eux. Il vient avec nous tous les années, on reçoit un thème. Et cette fois c'était la fatalité, avec évidemment comme pièce maîtresse en fait le cycle de Ring de Wagner. Et donc on voit en fait que la fatalité, le Ring de Wagner, c'est encore une fois, c'est le destin. Qu'est-ce que le destin? Et en fait, nous, notre travail en tant qu'équipe créative, ça a été de se dire comment est-ce que dans notre processus créatif, on peut venir traduire le destin. Et évidemment, en fait, vu les sujets d'aujourd'hui, c'était l'intelligence artificielle. Et donc, c'est là que toute la discussion a commencé, que tout le travail a commencé chez nous. Mais comme je pense qu'on en parlait tout à l'heure, le travail de départ, c'était d'abord ce prompt. Et ce prompt, c'est une pure... C'est quoi le prompt, pour qu'on comprenne? Le prompt, c'est la consigne qu'on va donner à un outil comme DALL-E. Et ce prompt, ça nous a pris des semaines à les définir pour réussir à trouver un résultat. À partir duquel il va produire une image. Exactement. D'accord. Et ça montre aussi que quelque part, la monnaie rentre dans le 21e siècle. Enfin, elle y est depuis un petit temps, je veux dire. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté aussi pour le client, pour vos clients. Absolument. Et donc, c'est là où c'était très intéressant. Et c'est là où nous, on a trouvé une vraie valeur apportée. C'est qu'on a vocation à collaborer avec nos clients et à eux, les faire devenir eux innovants. Et ce qui a été très beau, c'est que c'est leurs équipes finalement qui sont mis à la même table avec les metteurs en scène, le copywriter de La Monnaie, etc.
pour prompter, pour aller trouver des images. Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je trouve ça très rassurant de voir qu'il y a des choses qui se produisent vraiment maintenant, parce que j'avais l'impression d'être un peu une espèce de paria de l'intelligence artificielle avec des mails et des critiques qu'on reçoit qui sont assez violentes parfois. Ça bouge bien, hein, Valérie, un petit mot. Moi, ce que je trouve génial, c'est de partir du texte pour arriver à l'image. Et c'est tout ce parcours-là que de plus en plus nous faisons tous. Vraiment fascinant. Bon, on était parti sur une note un peu, pas négative, mais enfin méfiante, en tout cas en ce qui me concerne. Mais on voit qu'il y a plein d'initiatives et que ça bouge. Il faut peut-être faire confiance aussi au futur et à toutes ces technologies qui apportent du bon aussi à la création. Il faut peut-être rester vigilant, j'ai l'impression. Rester vigilant et même légiférer s'il le faut. Si ça va trop loin... Voilà. Ouais. Et puis, on n'a pas parlé de la musique, par exemple, mais les algorithmes, c'est pas mal aussi. Hein. Moi, j'ai reçu tout à l'heure une notification de Spotify qui me disait vu ce que vous écoutez, il y a tel et tel concert au Botanique, etc. à venir. Donc, vous voyez ce que je veux dire, ça fait vivre la culture aussi. Un de science-fiction là derrière que j'ai créé avec des musiques créées par intelligence artificielle, toujours en lui donnant des consignes, des instructions et en le corrigeant de façon répétitive pour que à la fin, ça donne quelque chose de satisfaisant. Allez, positivons. Je vais vous laisser y aller. Ne chattez pas trop ce soir, tout de même. Si. Continuez. Pourquoi je dis ça On se retrouve jeudi prochain avec d'autres invités. Merci à tous. Bonsoir. Merci David. Merci.